Les réseaux sociaux sont-ils devenus un danger pour la cohésion sociale et nationale? L'installation le 12 septembre de la nouvelle Assemblée nationale, les revendications d'augmentation de salaire tout azimut. Pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche Cheikh Ngom, professeur et géographe à l'UCAD, et Abderrahmane Gaïndé, écrivain et historien à l'UCAD. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 28 août 2022 de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur iRadio, la première radiovision du Sénégal. Dimanche 28 août 2022, merci d'être à l'écoute de L'Air du Temps, que ce soit aujourd'hui professeur Cheikh Ngom, qui est géographe, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et aussi Abderrahmane Gaïndé, qu'on ne présente plus, historien, écrivain, enseignant aussi à l'UCAD. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, partout à Dakar et un peu partout, on entend des revendications. Les syndicalistes, les travailleurs demandent l'augmentation des salaires. Parce qu'ils ont constaté que le gouvernement a procédé un peu partout à une augmentation des salaires. Ils revendiquent aussi. Comment peut-on analyser aujourd'hui, professeur Cheikh Ngom, ces revendications? Bonjour Alassane, je salue aussi le professeur Gaïndé, que nous partageons Il faut parler un peu plus fort. Nous partageons la même université et aussi la même cité. Voilà. Donc vous posez là un problème très sérieux, un problème qui concerne toutes les autorités de ce pays, d'autant plus que un phénomène a été enclenché. On parle maintenant de l'augmentation des salaires. Le président de la République a pris une décision, il y a un décret. Et du coup, on voit maintenant que les travailleurs ont tendance à généraliser cette doléance et dans toutes les couches. Bon, d'abord, le contexte. Le contexte, c'est qu'on est dans une situation de crise et que chaque père de famille aujourd'hui souhaiterait avoir plus de salaire pour faire face à la crise. L'augmentation du prix de l'oignon, etc., les gens en parlent. Et nous avons vu récemment la sortie des agents de l'élevage, du ministère de l'élevage, qui demandent eux aussi à ce qu'on au même titre que les autres ministères. Nous ne sommes pas encore entrés dans la danse, nous les universitaires, mais peut-être que le SAES prendra aussi cette équipe pour entrer dans la danse. Mais ce que je voudrais tout simplement dire par rapport à cela, c'est que si des situations pareilles se posent, il faut nécessairement qu'on essaie d'harmoniser. Le problème, il faut le diagnostiquer et prendre des décisions fortes. Parce que si on laisse les gens dans une certaine situation et surtout que certaines couches se sentent un peu lésées, alors ça peut déborder. Pour éviter maintenant ce débordement, moi je crois que l'État doit au moins harmoniser et faire en sorte que, de manière graduelle, qu'on puisse maintenant répartir les augmentations en fonction justement du niveau et autres. On ne peut pas allier les mêmes couches, d'autant plus que les fonctions ne sont pas les mêmes, les grades ne sont pas les mêmes. Alors, par rapport à cela, je conseille tout simplement l'État, c'est qu'on organise très rapidement des sessions allant dans le sens de l'étude des couches qui n'ont pas encore reçu et que les gens n'en exagèrent pas. Surtout parce que ça peut aller vers vraiment le chaos. On ne sait pas aujourd'hui le PIB. Ça, je le dis souvent. Est-ce que vraiment les Sénégalais connaissent le PIB du Sénégal? Bon, si on demande à l'État d'augmenter les salaires, est-ce que l'État est en mesure de le faire? Si oui, alors comment est-ce qu'il le ferait? Je crois qu'il y a un certain nombre de questions qu'on doit se poser avant d'aller vers cette dynamique-là. C'est une dynamique qui est là. Certes, les gens s'attendent à ce qu'il y ait une augmentation, ce serait bien, mais il ne faut pas aussi qu'on mette l'État dans une situation, dans un sale drap. Abderrahmane Gaïndé, comment analysez-vous aujourd'hui ces demandes d'augmentation de salaire, tous azimuts? Bonjour
d'abord, et puis merci de me redonner encore l'occasion de dire ce que je pense dans la marche globale de la société dans laquelle nous vivons. Je crois que, comme l'a rappelé le professeur tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on soit logique, puisque nous sommes dans un monde où, dans tous les pays du monde, les gens réclament maintenant une plus-value de leur salaire et de leurs moyens de vie. Je m'excuse de le dire à la radio. Moi, j'achetais le kilo de viande à 3700 francs. Mais depuis 2 mois, je l'achète à 6000 francs. Le kilo de viande? Le kilo de viande, oui. Je l'achète... viande de quoi? De mouton ou de beurre? De mouton. À la Médina. Puisque les dents ne marchant plus, il faut acheter quand même quelque chose de consommable. Au-delà de cette petite anecdote, je crois que cette cascade aussi de demandes doit être liée à des phénomènes qui sont récurrents. Dans la mesure où, si on ne traverse pas la société, on ne peut pas comprendre réellement ce qui touche les différents ménages. Moi, j'ai l'habitude de traverser Dakar chaque 2 jours pour aller à l'intérieur, Toubab Dialaw. Et je rencontre des familles et des foyers qui demandent. Ces foyers peuvent dépendre directement des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires aussi dans les autres services, qui sont obligés aujourd'hui de faire des revendications pour que leurs revenus puissent répondre aux critères sur lesquels la société est toujours adossée. Comme l'a souligné le collègue tout à l'heure, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un choc qui va détruire un petit tissu social qui est là. Mais c'est que les autorités doivent prendre en charge les revendications qui sont en cours. D'autant plus que le pays sort d'une période et va entrer dans une nouvelle période où les revendications seront encore plus fortes. Peut-être c'est la situation du pays en tant que tel et la situation mondiale, économique mondiale aussi, qui fait que les fonctionnaires et l'ensemble de ceux qui perçoivent un salaire mensuel sur lequel pèsent beaucoup d'épaules doivent penser légitimement voir leur salaire rehaussé. À l'université, je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais je suis puis constater que l'augmentation des prix a un impact réel sur la poche même du fonctionnaire moyen que je suis. Et que donc je peux imaginer que ceux qui ont un salaire moins important puissent être dans les besoins qui les pressent à revendiquer davantage. Et si on donne quelque chose à une corporation, il faut forcément s'attendre à ce que toutes les autres corporations puissent demander en fonction de leur niveau de vie et en fonction de la cherté aussi du marché. Est-ce que ces augmentations de salaire sont dues à une inflation mondiale qui s'est installée un peu partout, inflation au Sénégal, ou est-ce que c'est dû au fait que nous allons vers des échéances politiques, parce que les augmentations sont intervenues juste avant la législative, on continue à le faire et à la présidentielle qui arrive. Est-ce que c'est dû à des calculs? Est-ce que ce n'est pas aussi une anticipation sur les recettes de gaz et de pétrole? Bon, le tout réuni, oui. Parce que tout a commencé avec la grève des professeurs, des enseignants. Il ne faut pas l'oublier. Ils ont demandé une augmentation de salaire. Et l'État a accepté. C'est ce qui a fait que le mot d'ordre a été levé. Alors depuis, il y a d'autres syndicats, par exemple les médecins, sont entrés dans la danse. D'autres corporations sont venues réclamer, eux aussi, une augmentation. Donc, moi j'ai dit tout tantôt que le contexte, d'abord, constate qu'il y a une flambée des prix et une dérégulation du marché. Personne aujourd'hui ne peut vous dire avec certitude
l'homologation des prix qui a été retenu par l'État. Par exemple, si vous prenez le cas de l'oignon, on dit que c'est à 50 000 francs le sac. Oui, on le vend à 50 000. Est-ce que l'État confirme cela? Non, on a vu la sortie du ministre qui conteste en disant non, les gens exagèrent, etc. Donc il y a un problème de communication entre l'État et les usagers, les consommateurs. Ça va crescendo, d'autant plus qu'au-delà des revendications des syndicalistes, il y a aussi les enjeux politiques. Il y avait les élections législatives et vous voyez tout ce que cela a suscité comme enjeu de la part des autorités politiques, aussi bien pour l'État que pour l'opposition. Donc l'État devait jouer le jeu et il a joué sur les leviers, c'est normal. Et comme vous le dites, on va vers les élections présidentielles. Est-ce que l'État est en train de charmer le peuple en disant que oui, toutes vos revendications vont être satisfaites parce que nous allons vers des enjeux électoraux? Ou bien est-ce que l'État a amorcé une dynamique qu'il ne peut plus contrôler? Parce que le fait d'avoir accepté une augmentation pour les enseignants, ensuite de dire que nous allons augmenter pour les fonctionnaires, et ceux qui ne sont pas des fonctionnaires, ceux qui sont dans le privé. Vous voyez, donc ça pose un problème. Il est vrai que le contexte politique est là, mais le professeur l'a rappelé. Nous sommes dans une situation où même le Sénégalais qui perçoit aujourd'hui 500 000 francs par mois rencontre des difficultés. Parce que les gens vivent en fonction de leur niveau. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est justement un problème de communication. L'État ne communique pas. C'est ça notre problème. Il faut que l'État sorte et que le président de la République puisse se prononcer par rapport à certaines questions qui sont posées par les populations. Mais est-ce que ces augmentations de salaire ne peuvent pas avoir un effet un peu pervers, renforcer l'inflation? Vous augmentez les salaires, les commerçants augmentent les prix, en se disant que bon, ils ont les moyens d'acheter plus. Bon, ça c'est en théorie économique. Ça c'est justement c'est les jeux économiques et que malheureusement je ne maîtrise pas très bien. De toutes les façons, nous avons assisté il y a 2 mois à une crise presque qui doit servir de leçon. La crise des oignons. Moi qui suis hors d'ici, souvent je demande au restaurant auquel je suis souvent abonné, où est-ce que tu trouves ton oignon d'aujourd'hui? Il l'achète jusqu'à Dakar, pour aller jusqu'à Toubab Dialaw. Donc, je crois que si les salaires augmentent, c'est pour résorber l'augmentation des produits. Imaginez-vous que le lait, l'écran qu'on achetait à 1800 et quelques est aujourd'hui à 2000. Le pain a augmenté depuis très longtemps. Moi, je ne voyais plus les 25 francs dans mes poches. Mais depuis 2 jours, je constate que j'ai les pièces de 25 francs qui avaient disparu de mon univers. Donc, ce qui fait que souvent, ce n'est pas l'augmentation des salaires en tant que telle, ou la revendication, ou le choc que ça peut avoir, mais c'est l'effet imaginaire même que ça produit. Parce que moi, je ne pouvais pas constater, c'est ce matin que je constate que justement 25 francs que j'avais me venaient de la monnaie, alors que je n'achetais plus quelque chose qui me rendait 25 francs. C'est très ordinaire, mais je crois que c'est à partir de ces éléments-là qu'il faut comprendre. Parce qu'il faut comprendre aussi que dans les villages, par exemple, moi je prends toujours l'exemple des villages. La ville, c'est un lieu de revendication. Les gens achètent le 25 francs, ça marche encore. 10 francs, ça marche encore. Mais qu'est-ce que ça donne? Souvent, tu viens ces jours-ci, par exemple, j'ai entendu quelqu'un dire Ndjogu 25 francs à Moutoufi. Bon, lolo yagno. Mais aujourd'hui, c'est le 50 francs et 100 francs même qui ne peuvent plus acheter quoi que ce soit. Donc, si on arrive à ce niveau-là, je crois qu'il est obligatoire de penser renflouer les salaires. Et tu as abordé le gaz et le pétrole. Je crois que c'est aussi un élément fondamental de rêverie actuelle et d'imaginaire qui mobilise beaucoup d'imaginaire, parce que le gaz, le pétrole
la guerre en Russie, la concurrence que peut établir le Sénégal par rapport à d'autres pays producteurs, fait que les gens pensent qu'il y a peut-être beaucoup d'argent qui est endormi. Il faut peut-être, comme l'a dit mon collègue, que ceux qui tiennent le pouvoir et qui savent ce qu'il y a à l'intérieur de l'économie et les possibilités, qu'ils parlent un langage réel. On ne demande pas la vérité, on demande la réalité des choses pour qu'on puisse nous-mêmes, pour que le peuple lui-même soit dans la réalité et ne cherche pas toujours à se battre pour une vérité qui ne va jamais aboutir. Ouais. L'économie, il n'y a pas de vérité dans l'économie. L'économie, c'est la guerre. Ouais. Et cette guerre-là, certains analystes disent que la flambée des prix des produits locaux et le fait des intermédiaires qui régulent le marché selon leurs intérêts. En utilisant même les avancées technologiques avec les téléphones, le coxeur établi au marché, par exemple, dispose d'un réseau de collecteurs qui assure l'approvisionnement du marché. Et ceci est valable pour tous les produits agricoles et animaux. Tout à fait. Évidemment, je vais rebondir par rapport à ce qu'il venait de dire. C'est un problème de communication qui se pose, Alsan. La réalité, si elle est détenue aujourd'hui par les autorités étatiques, il faut qu'elles acceptent de communiquer, de dire la vérité aux populations, de dire la vérité à ceux qui revendiquent. Et de combattre les intermédiaires, oui, qui achètent, qui stockent et qui revendent plus cher. Non, mais c'est ce que je disais tantôt. On est dans une situation où le contrôle des prix échappe à l'État. Il n'existe plus pratiquement. Il n'y en a plus. Il y avait à l'époque des gens qui parcouraient les rues, qui venaient dans des boutiques pour voir combien les gens vendaient. Mais comme vous le dites, il y a des intermédiaires, les gens qui stockent, ayant à l'esprit que la flambée des prix ne vient que de commencer et que ça va crescendo. Maintenant, est-ce que la crise entre l'Ukraine et la Russie, est-ce que c'est cela qui explique aujourd'hui la flambée des prix? Ça, c'est une question. Ou est-ce que... Parce que le Sénégal importe l'inflation. Oui, est-ce que aussi les gens n'ont pas à l'esprit que les caisses de l'État sont aujourd'hui tellement pleines d'argent que eux aussi, ils réclament leur part. Parce que aussi, ça, c'est la responsabilité des autorités. Donc, je crois que le système de régulation... Les intermédiaires créent de la pénurie. Mais oui. Non, la régulation, c'est parce qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de contrôle. Qu'est-ce qui empêcherait aux autorités d'aller sur le terrain, de voir les producteurs, de mettre en place un système qui, justement, va alléger un peu le panier de la ménagère. Comme la guerre de la Sonadis, pour réguler le marché. Réguler. Il est arrivé un moment où, vraiment, la situation n'est pas nouvelle. Il était arrivé un moment où les gens ont eu au moins à imaginer, comme par exemple Sonadis, comme par exemple des boutiques témoins, etc. Pourquoi l'État ne créerait pas ces situations-là pour aider au moins les ménagers à accéder aux produits? Mais comme vous le dites, si les coxeurs conservent ou stockent les produits, ou bien si les gens font comprendre que oui, le produit est devenu rare, on ne voit plus, par exemple, l'oignon. On ne voit plus l'oignon. Moi, j'ai été à Auchan récemment, j'ai demandé l'oignon. Ils m'ont dit non, depuis, on a... Parce que les producteurs ont augmenté. Donc, qu'est-ce qui explique véritablement cette augmentation? J'ai été dans une boutique et on me dit que, oui, pour le café maintenant, ce qui se vendait à 25 francs et à 50 francs. La boîte d'allumettes a augmenté. Les bougies ont augmenté. Mais qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que l'augmentation ne devait pas être décidée par l'État? Mais là, on voit qu'il y a des big men, il y a des gens, tout comme le contrôle, ça arrive souvent dans le domaine du transport. Le prix du transport. On est aujourd'hui dans une situation où les coxeurs fixent les prix et que l'État est là sans pour autant avoir les moyens de contrôler vraiment cette flambée. Ouais. Est-ce que l'oignon est indispensable dans la cuisson au Sénégal? Est-ce qu'on peut se passer de l'oignon? Je pense qu'il faut poser cette question, je crois, au président de la République. Les oignons? Oui, il a dit en 2016, lors de la campagne de Potou, je crois, qu'il était adepte de Nyaritin, là. Comment ça s'appelle là? Le yasse poulet. Et le yasse poulet ne peut pas marcher sans oignons. Et puis je crois que, franchement,
moi, quand je commande quelque chose dans un restaurant, j'enlève les oignons. Pourquoi? Parce que je ne les aime pas. Parce que souvent, les oignons que nous avons sont remplis d'eau. Et c'est un goût sucré. Je ne critique pas la production locale, hein, mais je pense Mais tu n'encourages pas le consommer local. Si, si. Ça, je l'encourage. Parce que les oignons, ce n'était pas aussi pour nous. Hein. Ça nous est venu de l'extérieur. Attention. Donc, on l'a adopté à un moment donné. Mais aujourd'hui, on a des variétés. On ne s'occupe pas de nos oignons, c'est ça? Mais je crois qu'on ne s'occupe pas beaucoup de nos oignons. Parce que si on s'occupait de nos oignons, c'est du ngourban qu'on va manger, ou du nirebuna, ou du mbakhalou saloum. Et nous aurons moins de contraintes. Et les oignons, il y en a partout. Dans toutes nos sauces, il y a des oignons. Donc c'est devenu presque quelque chose d'indispensable, comme de la monnaie. Et vous avez dit quelque chose d'extrêmement important, et sur lequel il faut bien réfléchir. Parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde est devenu courtier. Tout le monde fait du courtage, en réalité. Quand je prends mon clando à Diomniadio, où je payais pour aller à Toubab Diallo à 2000 francs, aujourd'hui, je suis obligé de dépenser 3500 ou 4000 francs. Pourquoi? Parce qu'il l'impose entre la gare de Diomniadio et gare de mon clando, je payais 1000 francs. Mais maintenant, on m'impose 1500. Si je ne prends pas le Dakar Demdik à 200 francs, je risque de prendre un Jakarta et je paye 500 francs. Donc, il y a des choses qui se passent à l'intérieur même de la société qui peuvent être reprouvées. Puisque c'est le comportement individuel qu'on doit aussi agresser. Mais s'il y a crise d'oignon, rabattons-nous sur autre chose qui peut peut-être remplacer l'oignon. Mais malheureusement, le nyaritin est devenu un élément, un substitut de la permanence du tchéboudienne. Il faut aussi varier. Je crois que c'est, comme je l'ai dit au départ, hein, c'est le président de la République qui doit nous dire justement quel oignon manger certainement. Parce que lui-même, il a déclaré en 2016 qu'il était adepte de Yasse Poulet. Yasse Poulet, ça ne peut pas marcher sans oignons. Donc nous avons besoin et de nos oignons et de ceux qui sont importés qui peuvent nous permettre aussi d'améliorer davantage nos productions locales et qui peuvent se rapprocher davantage vers la qualité que nous cherchons nous-mêmes. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, que ce soit Dr Cheikh Ngom, chercheur et géographe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Abdrahmane Guédé, écrivain historien. Mais il y a d'autres oignons il faut qu'on s'en occupe aussi. Ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a le CUDUS, les musulmans, je pense le comité unitaire pour le développement de l'islam au Sénégal, qui mène une campagne de 3 mois pour combattre ce qu'ils appellent la haine et la désinformation dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est un combat facile, ça? Bon, je voudrais tout simplement conclure par rapport au premier point, en disant sur les oignons. Il y a de cela, si vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois ou bien quelques années, les producteurs d'oignons, ce sont eux-mêmes qui disaient que, oui, ils ont des stocks qui ne sont pas vendus, et ils demandaient même à l'État de venir vraiment les aider par rapport à l'importation. Il faut arrêter l'importation, valoriser la production locale, etc. Donc, on est vraiment dans une situation très controversée. Alors, maintenant, par rapport aux réseaux sociaux, évidemment, c'est devenu un problème mondial. Ce n'est pas seulement au Sénégal où on constate justement ces débordements. C'est devenu incontrôlable partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine. Alors, c'est devenu un problème très crucial. Alors, c'est pas seulement la voix des musulmans qui va nous faire comprendre évidemment cette problématique, mais je crois que même ceux qui ne sont pas des musulmans, alors, constatent évidemment ces débordements. Alors, qu'est-ce qui est maintenant la cause de tout cela? Je pense qu'il faut réfléchir sur vraiment l'expansion rapide de ces réseaux, leur diversité
et leur capacité à atteindre justement les consommateurs. Quand on parle maintenant de Facebook ou bien de WhatsApp, etc., les nombres vont jusqu'à des milliards. C'est 1 milliard, c'est 2 milliards, etc. Quelqu'un disait que, à propos des réseaux sociaux, c'est 1, la géographie, 2, la démographie. Il y a ces 2 paramètres. Donc, la haine a toujours existé. Mais les gens ont toujours géré la haine entre eux. Mais à travers les réseaux sociaux, maintenant, la haine est devenue beaucoup plus... on généralise la haine. On implique des gens dans la haine, au point que, maintenant, le problème devient beaucoup plus sérieux. Je donne un exemple. Si vous avez, par exemple, 2 coépouses qui ne s'entendent pas, alors, la querelle, le conflit peut se limiter au sein du ménage. Mais aujourd'hui, si l'une des coépouses prend la photo de l'autre et met ça sur Facebook, le problème est extériorisé. Donc, vous voyez, la haine devient beaucoup plus... Alors, l'autre fait, c'est que l'accès est très facile. Le smartphone, alors, et on peut mettre ça dans sa poche, ou bien prendre, se déplacer avec. Ce n'est pas comme l'ordinateur. Et que accéder aux réseaux sociaux ne pose pas problème. Donc, tout le monde peut accéder aux réseaux sociaux. Il n'y a pas de... Même s'il y a une législation, la législation ne m'empêche pas aujourd'hui de poster sur Facebook ou bien de poster sur qui, etc. Là, le contrôle, c'est bien entendu que Facebook a été sévèrement critiqué par rapport à certaines... Mais tous les géants du numérique sont aujourd'hui confrontés au même problème, le problème du contrôle. Donc, ça déborde partout. Ce n'est pas seulement au Sénégal, mais dans tous les pays. Nous avons des jeunes qui, justement, mettent justement en jeu leurs connaissances. Si vous prenez le cas, par exemple, de TikTok, TikTok n'était pas destiné aujourd'hui à vraiment ce genre de situation. Aujourd'hui, c'était des chorégraphies, etc. Et l'intérêt de TikTok, c'est que, oui, ça permet à certains de se divertir. Moi, je connais des gens qui me disent que, oui, à l'heure de la pause, je préfère prendre TikTok et de rigoler un peu, ce qui nous ramène à l'IDH. L'IDH qui aujourd'hui, meuble les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas que les gens en abusent. Et ces situations et les jeux aujourd'hui présentes dans toutes les sociétés. Est-ce que les réseaux sociaux sont un danger pour la cohésion sociale et nationale? La façon de les utiliser. Bon, ça c'est une très grande question. Et je m'excuse de rappeler quelque chose. En 2005, j'ai obtenu un poste au CNRS, un poste rouge à Bordeaux, sur la base justement d'un projet que j'avais déposé sur ce que j'appelais les territoires de l'exil. Mais la base de ce travail, c'était analyser franchement le contenu anthropologique des forums de discussion, des blogs des Mauritaniens à l'extérieur. Puisque j'ai été confronté comme tout le monde au début, quand j'étais connecté au début des années 2000 à Paris, je suivais beaucoup les débats des Mauritaniens. Et franchement, cela m'écœurait, me faisait saigner, parce que je voyais quelque chose de terrible se dessiner. Puisque je pensais que la diaspora et la dispersion des individus pouvaient permettre une rencontre quelque part sur cet espace virtuel pour créer une forme de citoyenneté désincarnée depuis l'extérieur, en profitant réellement de cet outil. Mais il faut rappeler que cet outil, c'est un outil militaire au départ. Donc, l'essence de la guerre et de la conflictualité est dans Internet. On ne peut pas ne pas l'utiliser pour détruire, puisque c'était au départ pour détruire. Et les premiers régimes qui ont refusé justement la diffusion d'Internet dans leur pays, c'est les grands pays comme la Chine. Et aujourd'hui, nous voyons quelle est
l'élément fondamental qui a permis à Poutine d'apparaître dans le monde en perturbant par le biais d'Internet les élections américaines et intervenant un peu partout. Je crois fermement que Internet, et je l'ai déclaré dans une conférence au Maroc, c'est un élément très important, mais c'est un élément extrêmement dangereux. Puisque si je pouvais le traduire, on ne navigue pas sur Internet. Non, ce n'est pas de la navigation. La navigation, c'est sur le TFS. C'est un pinch. On ne navigue pas dans un pinch. Non, il n'y a pas de rivage. Et les gens pensent qu'ils sont en train de naviguer comme Christophe Colomb qui est en train de faire le tour du monde. Et je me dis, entre parenthèses souvent, je blague avec des amis, je leur dis, le poulet Jerry a gagné sur nous. Lui qui trimballait son outil. Maintenant, c'est nous qui sommes machinés. Nous sommes machinalement attachés à une radio, à une télé, à tout. Alors que le poulet Jerry, là, il écoutait sa radio et on le critiquait. Maintenant, on doit nous critiquer nous-mêmes puisque nous avons travesti l'outil qui aurait pu nous permettre d'aller au-delà. Et sur l'impact sur la cohésion sociale? Pour l'impact, bon, ça, il faut qu'il y ait aussi, je crois, des études très sérieuses sur les groupes à l'intérieur d'Internet qui diffusent du n'importe quoi, croyant que la loi ne peut pas les trouver sur cet espace virtuel. Donc, il faut qu'il y ait des études plus sérieuses. Nous, on nous a embarqués. Pourquoi j'avais fait ce projet en 2005? Parce que je constatais que les Toubabs nous avaient embarqués sur la fracture numérique. Alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt ce qui se passait à l'intérieur. Quel est ce discours que nous sommes en train de faire? Donc, moi, je suis ce qui se passe. Et je vous jure, jamais je n'écoute les cassettes qui passent. Jamais. Jamais je n'écoute ça. Jamais je n'écoute des films d'assassinat ou des discours haineux. Je n'ai pas ce temps. Moi, j'ai un autre temps que je consacre à ma société et que je consacre à moi-même. Mais malheureusement, il y a des jeunes qui sont sur Internet qui ont du temps. Oui, mais c'est pourquoi... à consommer cela. Oui, mais justement, c'est à nous maintenant de faire des études plus sérieuses, cibler l'impact réel de ces groupes sur les territoires, sur les terroirs que nous formons, pour qu'on puisse légiférer sérieusement sur cette dérive. Parce qu'on ne peut pas l'accepter, ce n'est pas possible. Internet, ce n'est pas un lieu de haine. Moi, je n'utilise que Facebook. Mais comment aujourd'hui, professeur Ngom, peut-on comprendre cette capacité d'Internet à manipuler les jeunes, les manipulations qui passent, les jeunes qui tombent dans les fake news, qui croient à tout ce qui est diffusé sur Internet, qui n'ont pas assez de recul, de distance pour comprendre ce qui est véhiculé? Non, comme il l'a dit, c'est un outil. Et l'usage pose problème. Vous savez, même quand le médecin vous prescrit un médicament, on met la posologie, mode d'emploi. Malheureusement, nous avons un problème de mode d'emploi de l'outil Internet. Alors, je reviens un peu sur les réseaux. Vous savez, en géographie, on dit que partout où vous avez des flux, quand les gens vont vers une direction, bon, l'intensité du flux peut engendre obligatoirement la création de réseaux. Et c'est normal. C'est comme par exemple, quand les Sénégalais vont en France, s'il y a 100 Sénégalais qui sont dans une ville, mais quand ils sont à 1000 ou 2000 ou 5000, automatiquement, vous allez voir des réseaux ressortissant des Sénégalais de Podor, ressortissant des Sénégalais de Tambacounda, etc. Ça, c'est des réseaux qui se créent. Et partout où vous avez des réseaux, vous avez des territoires. Chacun, maintenant, s'approprie son territoire. Alors, ça, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Nous avions au début Facebook. Je m'en souviens, dans les années 2005, beaucoup de gens étaient réticents par rapport à Facebook, parce qu'ils disent non, moi je ne mettrai pas ma photo, non, je n'utilise pas, etc. Mais aujourd'hui, on est à plus de 2 milliards d'utilisateurs
de Facebook. Et le problème fondamental, que les gens ne savent pas exactement le danger qui les guette. Moi, par exemple, depuis 2005, depuis 2010, 2005-2010, j'utilise Facebook. Mais c'est après que je me suis rendu compte que j'ai été piégé. Parce que toutes mes données personnelles sont aujourd'hui détenues par Facebook. Qui aujourd'hui peut garantir, dire que, bon, il a utilisé Facebook, mais ces données ne sont pas... Le problème s'est posé aux États-Unis. Donc, ces problèmes de données, aujourd'hui, sont détenus par les réseaux sociaux. Vous prenez le cas de WhatsApp, vous prenez le cas de Twitter. Twitter, bon, c'est moins grave, mais avec les autres grands du numérique, on est dans une situation débordante. Mais au point que maintenant, les jeunes, je reviens sur votre question. Comme le cadre unitaire de l'islam l'a dit au Sénégal, est-ce qu'il est facile de combattre cette haine-là, d'éviter que les jeunes ne soient manipulables facilement, qu'ils croient à tout ce qu'ils voient dans Facebook, dans Twitter, dans WhatsApp, entre autres? Mais c'est ça que je dis, il faut les sensibiliser. Il faut qu'ils comprennent que l'outil n'est pas un outil, comme il l'a dit, un outil de guerre, ou bien un outil où on doit régler ses haines et autres. Quand je vois par exemple des insulteurs, des gens qui insultent à travers des réseaux sociaux, d'autres qui font des fake news, c'est parce que tout simplement la législation n'est pas aussi sévère. Je crois qu'il y a d'abord la sensibilisation qu'il faut vraiment faire pour leur faire comprendre que ce que vous dites aujourd'hui va être retenu. Ça va être stocké. Et demain, vous-même, vous pouvez être des autorités. Ça, c'est le discours qu'il faut tenir aux jeunes. Il y a des jeunes qui avaient commencé à insulter il y a cela 5 ans et qui ont changé de veste. Comprendre, parce que quelquefois, c'est l'adolescence. Mais avec la maturité, avec la responsabilité, les gens se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs. Maintenant, comment faire pour leur faire comprendre que, évidemment, ils utilisent un outil dangereux et que ce qu'ils disent est stocké, que au lendemain meilleur, s'ils se trouvent dans une situation gérer. Donc il y a un travail d'éducation qui doit être fait, il y a un travail au niveau des écoles, au niveau des écoles, jeunes, partout. Même au préscolaire, pour que les enfants déjà soient éduqués à utiliser le digital. Mais moi je dis que l'éducation de base a changé, parce que maintenant tout est numérisé, tout a été dématérialisé. Si vous prenez par exemple les albums qu'on donnait aux enfants, on ne donne plus d'albums, les enfants n'ouvrent plus la page. Maintenant, c'est comme ça, ils font que jouer avec, défiler avec les smartphones. Alors que ceci constitue un danger réel. Tous les Sénégalais aujourd'hui sont confrontés à un problème de vision. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de temps que nous mettons soit à regarder la télé, soit à regarder son smartphone, ou bien son ordinateur. Je crois que, comme le professeur Silla de l'Université de Dakar avait amorcé, il faut qu'il y ait des études sérieuses, qu'on sache combien de temps les jeunes passent à consulter, pas les jeunes seulement, les Sénégalais passent à consulter le smartphone. Mais en termes d'heures, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 heures de temps. Il y a certains qui, au réveil, ne pensent pas à aller prier, ou bien le premier réflexe, c'est de consulter son kit. Et d'envoyer un message. Je taquine souvent les étudiants en leur disant, bon, vous, au réveil, qu'est-ce que vous dites? Vous envoyez un message en disant réveil. Mais vous vous adressez à qui? Alors, c'est ça le problème. On est dans une situation où je crois qu'il faut continuer à sensibiliser les gens sur l'usage de ce qui et leur faire comprendre que vous payez. D'abord, payez et que en retour, vos données sont stockées. Maintenant, l'enjeu fondamental, c'est quoi? C'est l'argent. YouTube est en train de nous mettre dans une situation très difficile parce que le jeune qui fait le buzz et à qui on dit, bon voilà, vous avez 3000 vues, à 5000 vues ou bien 1 million de vues, on va vous payer tant. Mais il va chercher à, même s'il agresse l'honneur d'une personne, tout ce qui l'importe, c'est une façon de gagner l'argent facile. Donc, cette situation-là doit être vraiment étudiée de manière sérieuse. Pourquoi les jeunes
Ça donne maintenant plus aux réseaux sociaux qu'à d'autres. Donc si on arrive à étudier cette situation, on pourrait véritablement résoudre le problème. Le dernier point de notre débat, le 12 septembre prochain, la nouvelle Assemblée nationale sera mise en place. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de plus important, de plus consistant par rapport à cette 13e législature? Abdrahmane Gaïdé? Vous avez bien dit une nouvelle assemblée. Bien sûr. Donc les mots ne jouent pas. Et ceux qui ont été élus, je pense aussi qu'ils ne jouent pas. Et qu'ils doivent impérativement répondre aux critères qui les ont fait élire, c'est-à-dire ceux de la société. Et là, je me rappelle d'une provocation un peu épistémologique d'un ami il y a 2 semaines qui a posté une phrase de Lula disant que les Africains peuvent faire comme le Brésil pour avancer. C'est-à-dire que je crois que nous devons revenir à la construction de l'homme en tant que tel. Puisque ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, ce n'est pas ce qui se passerait de manière permanente sur le Pench. Puisque je reviendrai toujours sur le Pench et sur le TFS. Puisque je crois que si on prend l'exemple de Lula, dont le cheminement peut déterminer tous les changements qui peuvent permettre à un individu d'avoir l'aura qu'il a eu. D'abord, simplement son habillement et même son look de cheveux. Donc, ce qui veut dire que quand on arrive au pouvoir, on se départit de plein de choses qui ne sont plus plausibles à l'intérieur d'un espace dans lequel on représente légitimement toute une nation. Ce qui veut dire que les comportements, le mouvement d'ensemble qui doit agir dans les 80 qui viennent d'entrer, doit être un mouvement qui pense une rupture profonde de la société sénégalaise. Et une rupture profonde, pour moi, de la pratique politique. Puisqu'on dit souvent que le Sénégal est une exception. Et effectivement, chaque période de l'évolution de cette société, pour moi en tout cas, qui observe de loin et qui est à l'écart, je peux penser que chaque période apporte quelque chose de nouveau, malgré les possibilités qui sont offertes aux gens de penser le pire. Moi, je ne pense pas le pire. Je pense plutôt qu'il faut éviter de tomber dans le piège occidental de la cohabitation. Puisque tout cohabite chez nous. Tout. Tout. Vous allez sur le TFS de Ouakam, devant vous, vous avez la Renaissance et la mosquée qui sont en face. Mais ça ne gêne personne. On a dit que c'était un khéram, mais c'est esthétique. Donc, on a toutes les possibilités aujourd'hui qui nous sont offertes pour prouver que la cohabitation telle qu'elle est défendue de l'autre côté, ce n'est pas ça qui est ici. Le verbe là n'existe pas ici. Ce qui existe ici, c'est de se remettre sur selle, être l'homme responsable qui est parti chercher le suffrage pour changer de l'intérieur de sa société. Le pouvoir aussi doit penser profondément, pas seulement faire basculer la majorité, mais tout en faisant basculer la majorité, entendre les 80 qui représentent quelque chose d'extrêmement important pour le pays. Pour moi, personnellement, qui est chercheur et qui m'occupe plutôt de former ceux qui vont venir demain, je vois que c'est une occasion ultime pour que le Sénégal statue de manière définitive sur l'exceptionnalité de sa démocratie. Et que les conflits interpersonnels qui existent et qui sont réels ne puissent pas ternir l'image et le discours donné par la nation elle-même. Parce que ce sont les populations qui ont choisi d'aller, non pas jeter de la pierre, mais mettre leur doigt à l'intérieur d'une encre indélébile. Et vous voyez, Facebook a été important. Les réseaux sociaux, chacun a sorti son doigt, dit « j'ai voté ». Donc, j'ai voté, ça ne signifie pas que j'ai tapé, que j'ai gagné sur
l'autre, non. C'est tout le monde en réalité qui gagne normalement. Dans cette élection, c'est tout le monde qui gagne, puisqu'il y a des échéances qui se dessinent, il y a une société qui est en train de changer de l'intérieur, il y a des discours mélangés. Et moi, je pense que mon dernier texte, que j'oublie toujours le titre, et qui était destiné, je le dis aujourd'hui, qui était destiné aux chefs politiques. J'étais trop prétentieux. Le futur étant présent, esquissé par le langage, conversation citoyenne et perspective historique au Sénégal. Je l'ai écrit avec beaucoup de conviction. Et je vais même révéler quelque chose. L'un des premiers politiciens à avoir ce titre, c'est Sonko. Je le respecte beaucoup, parce que je discutais avec lui. Un jour, il m'a trouvé avec le titre. Il me dit, ah, ce titre est intéressant. J'ai dit, c'est pour vous. Mais je n'ai jamais pu le lui donner. Parce que tout simplement, je n'avais pas les possibilités d'accéder à ces hommes politiques. C'est une prétention de ma part. Puisque je crois, et je dois le rappeler, même si souvent, ça peut gêner. Je suis d'origine mauritanienne. Ça ne signifie point que je n'appartiens pas à ce pays et aux soucis qui traversent la société. Sinon, j'abandonne mon poste. Je ne suis pas venu pour manger. Donc, ce qui fait que, laisse-moi terminer ici, je chute ici, il faut que des deux côtés, et que nous, observateurs à l'écart, puissions surveiller les changements qui doivent s'opérer à l'intérieur de la société sénégalaise par le biais de cette nouvelle assemblée. Professeur, qu'est-ce qu'on peut attendre cette 14e législature en termes de changement qualitatif? Bon, moi je crois que nous allons vers une assemblée de rupture. On a évité, on n'a pas évité, mais on allait vraiment vers une cohabitation. Puisque la cohabitation a été évitée, je crois qu'une alerte a été donnée à l'État par rapport au mode de fonctionnement de notre assemblée. Bon, quand je lis par exemple la configuration géographique des élus, pratiquement toutes les régions ont été représentées, tous les départements ont été représentés, toutes les communes presque ont été représentées. Ceci constitue véritablement un bon maillage. Puisqu'il y a un bon maillage, les élus doivent revoir le profil. Mais est-ce qu'il y a regardé de près l'Assemblée nationale? Est-ce que le personnel, c'est de nouvelles têtes ou bien c'est le même personnel politique qui revient? Bon, Parce qu'on a quand même vu certains qui sont aujourd'hui de l'Assemblée nationale étaient hier au pouvoir, qui reviennent. Le personnel politique n'a pas changé de façon globale, en profondeur. C'est les mêmes têtes qui reviennent à l'Assemblée nationale. Quand je parle de rupture, et vous pensez que la rupture viendra de ces personnes qui ont été là pendant 50 ans? Je parle du comportement, mais on a presque les mêmes têtes qui reviennent. Mais il n'y a pas de renouvellement en profondeur de la classe. Non. Mais par contre, ils peuvent, compte tenu du résultat des élections, maintenant changer de fusil d'épaule. Ah bon? Ah oui, parce que l'État est là, mais aussi le peuple s'est prononcé. Et l'État, aussi bien pour l'État que pour l'opposition, une lecture des résultats s'avère nécessaire. C'est important. Il faut que les gens arrivent à lire le mot du peuple. Qu'est-ce que le peuple a voulu dire? Qu'est-ce que le peuple a dit? Quel est le message que le peuple a envoyé au président de la République et à son gouvernement? Vous avez la conviction qu'ils ont compris ça? Mais oui, ils doivent le comprendre. Ah bon? S'ils ne l'ont pas compris, ils doivent le comprendre parce que les résultats, pour la première fois, les résultats des élections législatives ont montré que, évidemment, on allait vers une cohabitation. Donc la rupture, elle est imminente. On verra bien ce que ça va donner à partir du 12 quand l'Assemblée sera mise en place, que si les pratiques politiques ont changé, parce que la façon dont on voit la classe politique sénégalaise aujourd'hui, c'est de la transhumance. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient à l'opposition hier, vice-versa. On verra bien s'ils sont capables de changer et d'amener quelque chose de bien pour le Sénégal. Merci à mes invités, Dr Cheikh Ngom, géographe et chercheur. Merci à Abdrahmane Gaïdé, historien et écrivain. Biran Sissé était à la technique, micro Alassane Samba Diop. Je vous souhaite un excellent dimanche. Vous suivez e-Radio, la première radio-vision du Sénégal. Bon dimanche à tous. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio-vision du Sénégal.